Bonjour, bienvenue à notre webinaire consacré au défi de la gestion des identités et des accès. Nous allons donc démarrer ce webinaire maintenant. Nous vous proposons de partager quelques mots au sujet d'Aspedia. Ensuite, Jean-Christophe vous présentera le contexte et l'évolution de la gestion des identités et des accès. Et Emmanuel vous fera une démonstration d'Okta. Nous poursuivrons par l'exemple de l'aéroport de Gatwick qui a mis en place Okta il y a 4 ans déjà et nous verrons quels sont les résultats qu'ils ont obtenus. Pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le module de questions de GoToWebinar et nous répondrons à un maximum d'entre elles à la fin de cette session lors de notre session de questions-réponses. Tout d'abord, comme mentionné, quelques mots sur Aspedia. Notre société est l'un des experts européens des technologies cloud pour la transformation des services. Nous sommes notamment l'un des principaux partenaires de ServiceNow. Et notre portefeuille de technologies, au-delà d'Okta dont nous parlerons aujourd'hui et de ServiceNow que je viens de mentionner, comporte également 3 autres solutions, à savoir Cypher Cloud, qui permet la sécurisation des données stockées dans le cloud, Perspectium, qui permet d'étendre les capacités d'intégration de données entre ServiceNow et d'autres systèmes, et Numerify, une suite applicative analytique pour ServiceNow qui permet un meilleur pilotage et une meilleure prise de décision à l'aide de rapports. Nos services autour de ces solutions sont la stratégie et le conseil, le design d'interface utilisateur, UI UX, bien entendu la mise en œuvre et l'intégration de ces technologies, la formation et un service de run and support pour ces solutions. Un dernier mot rapide sur les dernières actualités de notre société. Certains d'entre vous ont pu savoir que CSC a fait l'acquisition d'Aspedia et que nous rejoindrons donc leur division ServiceNow qui s'appelle Fruition Partners. Ce rapprochement nous permet d'offrir encore plus d'expertise et de compétences dans le domaine de la transformation des services. Les équipes d'Aspedia restent en place et pour ceux qui travaillent déjà avec nous, cela ne changera ni leurs interlocuteurs ni le niveau de service qu'ils reçoivent de notre part. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus parmi vous, vous pouvez vous rendre sur notre site internet aspedia.com où nous avons consacré 2 blogs à ce sujet, un sur des questions spécifiques pour les clients et un autre qui est en fait le communiqué de presse que nous avons transmis lors de l'acquisition. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Christophe qui va entrer dans le vif du sujet de la gestion des identités. Alors bonjour, je m'appelle Jean-Christophe. L'idée, c'est qu'on fasse ensemble un tour d'horizon en fait de quels sont les défis actuels de la gestion des identités et des accès, avant d'aller un peu plus loin dans la démonstration qui sera faite par Emmanuel. Donc pendant ce tour d'horizon, on va déjà commencer par caler un petit peu quels sont les objectifs actuels et quelle est la définition et les produits en présence sur ces demandes de besoins concernant l'accès et les identités management. Alors déjà, l'objectif principal, ça va être évidemment de gérer ces accès identifiés et ces identifications, et gérer l'authentification des utilisateurs pour effectivement avoir un niveau de sécurité important pour l'entreprise. Aujourd'hui, on discerne différents types de gestion des accès. On a historiquement les produits qu'on va classifier dans la catégorie IAM, donc pour Identity and Access Management. Ce sont des outils qui sont plus anciens parce que tout simplement, ils sont hébergés directement dans la partie IT du client, qui sont composés en général de plusieurs briques, dont une brique SSO, la partie provisioning d'utilisateurs, et aussi en fait, pour les systèmes un peu plus modernes, une fédération d'identité avec une gestion des mots de passe. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus d'applications SaaS qui sont déployées dans les entreprises. Ces applications SaaS, en fait, elles sont un peu plus difficiles à intégrer côté IAM parce qu'effectivement, elles sont hébergées dans le cloud. Donc, ce qu'on va voir, c'est tout simplement l'émergence de nouveaux systèmes d'identity management qu'on va appeler des IDaaS. Donc, les systèmes IDaaS vont être uniquement hébergés en mode SaaS et avoir un modèle de type licence en souscription. Donc ça, c'est vraiment la tendance du marché. C'est là que va venir se placer Okta, des systèmes qui sont pure player. Centrify aussi est un système qui répond à ces besoins, de la même façon que VMware vient s'inscrire dans ce contexte. Entre ces deux systèmes, tout simplement parce que les anciens éditeurs qui faisaient uniquement de l'IAM ont besoin de se positionner sur le marché, on va avoir des systèmes qui vont être hybrides. D'accord? Donc ça va être vraiment une brique qui va être IAM intégrée et uniquement disponible chez le client, donc en interne, avec une partie qui va être hébergée dans le cloud. Donc ça, typiquement, c'est des choses que vont pouvoir proposer à l'heure actuelle Microsoft. Alors, au-delà de la définition et des objectifs, on va voir un petit peu quels sont
Si Steph, tu peux juste descendre, s'il te plaît, le slide. Quels sont les défis à l'heure actuelle de la gestion des identités? Donc, ce qu'on disait, c'est qu'on constate vraiment une augmentation très nette des applications SaaS au sein de l'entreprise. Et en fait, on va avoir ce besoin de gestion d'accès aux applications qui sont internes, comme celles qui sont hébergées de façon SaaS. Et tout ça à partir d'un même endroit. On va avoir aussi, en fait, tout ce qui est accès à partir d'appareils mobiles, tout ce qu'on appelle le Bring Your Own Device. C'est qu'à l'heure actuelle, quand je propose une application qui soit interne ou externe, je veux que celle-ci soit accessible à partir de tous les devices à la disposition de mes utilisateurs, que ce soit téléphone, tablette ou autre. Et en fait, ce qu'on veut à tout prix, c'est vraiment renforcer la sécurité en proposant une authentification qui va être disponible sur tous ces appareils. Et en fonction, en fait, de quel accès je vais permettre, que ce soit un mobile ou un accès legacy, je vais pouvoir, grâce à mon système IDaaS, avoir ce qu'on appelle une authentification multifacteur et adaptative. Typiquement, je vais avoir la saisie du mot de passe, mais aussi la saisie d'un code à usage unique qui va me permettre d'authentifier, identifier la personne. Donc, un bon système IDaaS doit répondre à tous ces besoins. Qu'est-ce qu'on constate maintenant d'un côté utilisateur? Parce que là, c'est vraiment en interne DSI, quels sont les challenges que j'ai à relever. Ce que je vais voir, c'est que si je ne réponds pas à ces besoins, au fur et à mesure du temps, en fait, plus je vais avoir d'applications SaaS, plus les utilisateurs vont être contraints et exaspérés par rapport à toutes ces contraintes de sécurité et retenir les mots de passe. Tout simplement parce que pour chaque application SaaS, je vais avoir une URL d'accès, un mot de passe à retenir, une contrainte de complexité, c'est-à-dire que chaque application va venir avec une difficulté concernant la dureté du mot de passe, en alternant fonctions soit des lettres, soit des majuscules, etc., etc. Donc les niveaux vont vraiment être disparates entre les applications, ce qui va faire que je vais avoir autant de mots de passe que d'applications différentes. De la même façon, en fait, je vais devoir réitérer, ou plutôt changer mon mot de passe de façon régulière, mais pas forcément le même cycle sur chaque application. Donc, autant d'applications, autant de mots de passe, autant de dureté de mot de passe, mais aussi un rythme de changement de mot de passe qui va être différent. Ce qui va provoquer de façon assez nette, en fait, une augmentation des demandes de réinitialisation de mots de passe. Et on sait très bien qu'en fait, plus on va demander à l'utilisateur de changer de mot de passe, d'avoir des mots de passe complexes, on va avoir un affaiblissement, malheureusement, de la sécurité, tout simplement parce que les personnes ne vont pas être en mesure de pouvoir tout retenir. Donc, ça va être stocké à un endroit de façon soit basique, comme d'habitude sur un post-it, pour l'exemple traditionnel, mais aussi dans un fichier Excel qui sera non sécurisé. Donc, on va vraiment affaiblir la sécurité en voulant renforcer le niveau de sécurité de chaque application. Donc, il y a vraiment deux façons de voir les choses. C'est effectivement, soit je mets une solution en place qui va leur permettre clairement de faciliter l'accès aux applications avec un système de gestion d'identité et d'accès management, soit effectivement, comme on le voit aussi, c'est prendre le problème à l'envers, c'est avoir des automatisations concernant la réalisation de mots de passe. Donc, le système IDaaS va permettre d'accéder à toutes ces applications avec un seul identifiant, et à partir d'un seul endroit. C'est vraiment l'objectif, c'est que la personne va avoir un portail à disposition avec l'ensemble des applications auxquelles il a accès. Il aura uniquement à cliquer sur cette application pour être identifié et authentifié. Maintenant, ce n'est pas tout. On a souvent, dans les applications qu'on met en place, un certain nombre de choses à gérer. Et un des points sensibles, en fait, du déploiement d'applications, ça va être le déprovisionnement des utilisateurs. Clairement, c'est un problème pour toutes les organisations, tout simplement parce que quand vous avez un nouvel employé qui arrive, vous allez lui fournir un certain nombre d'accès, mais aussi de matériel. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment suivre un petit peu le cycle d'approche quand mon nouvel utilisateur arrive, parce que tout simplement, on va solliciter plusieurs entités pour lui permettre de travailler sereinement. Tout simplement, on va déjà solliciter tout ce qui est partie IT, avec les accès au réseau, le mail, les imprimantes, etc., donc les ressources serveurs. Mais on va avoir aussi tout un tas d'applications périphériques qui, elles, ne seront pas forcément sous contrôle de la DSI, mais qui seront des applications métiers avec des
des administrateurs fonctionnels. De la même façon, autant le cycle d'arrivée, on va pouvoir, au fur et à mesure, donner toutes les capacités de travail à mon utilisateur, mais ce qui va se passer, c'est lors du départ de mon employé, je vais devoir faire les opérations dans le sens inverse. Et là, effectivement, si on n'a pas un système qui a tracé et centralisé l'ensemble des accès que j'ai pu donner à mon utilisateur, clairement, je vais avoir des problèmes en termes de sécurité, tout simplement parce que les accès ne seront pas révoqués immédiatement, ce qui permettra à l'utilisateur, en fait, d'accéder encore à des ressources auxquelles il n'a pas le droit. Donc, le système IDaaS, lui, va nous permettre d'automatiser le provisionnement, déprovisionnement des applications et des droits associés. Typiquement, un utilisateur rentre dans le système d'information. À travers le système IDaaS, il va être provisionné dans l'ensemble des applications auxquelles il doit avoir accès. On va avoir un audit précis de ce qui a été fait, à partir de quand l'utilisateur a accédé aux applications, et on va ainsi augmenter la sécurité, ce que je disais, en diminuant les accès non révoqués. On a aussi d'autres challenges qui sont apportés et auxquels doit répondre un système IDaaS. Tout simplement, pourquoi? Une des questions principales que l'on pose dans les organisations, c'est de savoir qui a accès à quoi. À un moment donné, en termes de DSI, je dois savoir à l'instant T quel utilisateur a accès à quelle application. On doit aussi avoir justement la possibilité et être en capacité de produire des rapports de conformité. Tout simplement parce que je dois savoir si les utilisateurs accèdent bien aux bonnes applications et s'il n'y a pas eu en fait des problèmes d'affectation au niveau des droits. Donc ça, un système IDaaS va vous aider dans le sens où tout est centralisé. On va pouvoir avoir à partir d'un point unique l'ensemble des accès réalisés par cet utilisateur au fil du temps et voir si le décommissionnement s'est fait correctement. De la même façon, en fait, on va pouvoir avoir une idée de l'activité des utilisateurs en termes d'usage des applications. On parle de SaaS et forcément on parle de consommation de licence parce que le modèle de licence est du type souscription. Donc je vais pouvoir avoir quand même une idée du taux d'usage de mes applications SaaS. Et côté administrateur, en fait, on va avoir tout ce qui est système d'audit, peu importe que ce soit une application métier ou une application qui est fournie par la DSI, je saurai exactement les accès qui ont été donnés à partir d'un endroit unique. Donc je n'aurai pas forcément besoin d'aller solliciter chaque personne pour savoir quelles sont les actions qui ont été réalisées sur cet utilisateur-là. Je pourrai les retrouver uniquement à travers le point d'entrée qui sera le système IDaaS. On va aussi avoir un défi qui est assez dur à relever, ça va être assurer la compatibilité avec les mises à jour des applications. Aujourd'hui, les applications qui sont en SaaS évoluent assez rapidement parce que tout simplement, elles tendent à respecter les standards du marché ou les tendances du marché. Et pour cela, en fait, elles vont avoir des cycles de mise à jour qui sont beaucoup plus courts que les applications on-premise. On le voit sur toutes les applications qu'on utilise en interne. On va avoir en général 2 versions par an, si ce n'est plus. Et effectivement, en fait, pour maintenir la compatibilité avec l'authentification sur ces applications, mon système IDaaS doit être en mesure de me proposer, dès la mise à jour de l'application, en fait, la compatibilité qui va bien. Donc ça, c'est un véritable challenge pour les éditeurs et c'est effectivement là qu'on va pouvoir déterminer si mon système IDaaS est solide et conforme à ce que j'attends en termes de compatibilité. Un dernier point aussi, c'est pouvoir ajouter une nouvelle application SaaS en gérant son provisioning et son authentification de façon intuitive. Par rapport au système IAM qu'on avait précédemment, en fait, l'idée de ces nouveaux systèmes de gestion d'identité et des accès, c'est de permettre vraiment le déploiement et le paramétrage de l'ajout d'une application très facilement. D'accord ? On va voir dans la démonstration d'Emmanuel que rajouter une application, même de type Salesforce ou autre, en fait, va vraiment être très guidé et très simple. C'est-à-dire en quelques minutes, on va pouvoir gérer l'ajout d'une nouvelle application. Et c'est vraiment là, en fait, on va distinguer les bons systèmes IDaaS qui vont permettre réellement, au niveau de la DSI, de décharger de ces tâches qui peuvent être des fois très lourdes en termes d'intégration d'une nouvelle application et de la gestion de son authentification, de rendre vraiment la chose aisément paramétrable. Donc, pour résumer sur les autres réponses que doit apporter un système IDaaS, je vais vraiment devoir assurer la conformité, permettre de donner de la visibilité
et juste, enfin, tout en gérant la compatibilité et accélérer le déploiement des applications SaaS. C'est vraiment tous ces points qui sont à prendre en compte lorsque je vais faire le choix de mon système IDaaS. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est que par rapport à toutes ces problématiques et tous ces points qui sont à prendre en compte lors du choix de mon système IDaaS, on va voir comment Octa y répond à travers la démonstration d'Emmanuel. Oui, bonjour à tous, Emmanuel Toche, donc consultant chez Aspedia. Je vais vous dire quelques mots sur Octa, et puis ensuite nous verrons une démonstration de la solution. Et suite à cette démonstration, je dirai quelques mots sur le projet Gatwick, le projet Octa à l'aéroport de Gatwick, avec un petit retour sur le contexte et les bénéfices qu'a eu Octa pour cette entreprise. Voilà, quelques mots sur la société Octa. Donc, c'est une société qui a été fondée en 2008 à San Francisco par deux anciens de Salesforce, dont un Français qui s'appelle Frédéric Kerest. Donc, c'est une solution de gestion des identités et de contrôle d'accès dans le cloud et plus récemment de gestion de la mobilité. Donc, un outil de mobile device management, le tout en mode SaaS. Donc, Octa a été développé nativement dans le cloud. Est conçu pour le cloud. Il n'y a pas de briques on-premise qui auraient été virtualisées ou d'autres techniques de ce type. C'est vraiment un outil purement cloud. Et il a été d'ailleurs à l'origine de la création de la catégorie ID as a Service du Gartner. Donc il y a un Magic Quadrant qui est dédié à cette catégorie et Octa est à l'origine de la création de cette catégorie. Octa est d'ailleurs leader depuis 3 années consécutives dans cette catégorie d'évaluation du Gartner. Quelques chiffres sur la société. Octa a plusieurs milliers de clients aujourd'hui, répartis dans 198 pays, donc une diffusion mondiale. Sur les projets typiques d'Octa, le nombre d'identités gérées peut aller de 1 à plus de 100 000 identités. Donc vraiment toute échelle de projet possible. Et Octa, aujourd'hui, il y a plusieurs millions d'utilisateurs qui l'utilisent, donc en le sachant ou sans le savoir, à travers le monde. Et pour la petite anecdote, donc la signification d'Octa, donc c'est une unité de météorologie et c'est une unité de couverture nuageuse. Donc c'est vraiment une indication sur la tendance très orientée cloud de cette solution. Donc, Octa propose 2 lignes de produits, puisqu'on va voir qu'il peut y avoir des usages différents. On va dire un usage IT product qui est plus classique, donc les DSI qui se dotent d'un outil de gestion des identités et des accès, et une ligne de produits plutôt orientée plateforme avec des API. C'est pour proposer des services aux prestataires technologiques, entre autres, qui peuvent venir consommer des API de gestion d'identité, donc par exemple faire appel à du SSO et proposer reposer ces services sur les services d'identité d'Octa. Ces 2 lignes de produits s'appuient sur une seule et même plateforme qui est modulaire. Donc, Octa dispose de 5 modules. Donc le premier module, c'est bien évidemment le single sign-on. Donc le fait de s'identifier une seule fois pour pouvoir se connecter à toutes ces applications. L'Universal Directory, donc Octa propose d'établir un référentiel des identités dans le cloud. Et l'Universal Directory permet d'agréger les différents référentiels qu'il peut y avoir au sein d'une entreprise. Donc ça peut être les Active Directory avec les utilisateurs internes et les salariés de l'entreprise, et puis les partenaires, les clients, toutes sources de référentiels externes. Donc l'Universal Directory permet d'agréger ces différents référentiels et de réconcilier les identités à travers ces référentiels. En combinaison avec l'Universal Directory, on peut mettre en place une brique de provisioning qui va permettre de créer des comptes dans les applications cibles selon des règles qu'on peut définir. Donc ça peut être des règles bidirectionnelles,
soit d'import vers l'Universal Directory, soit de provisioning vers les applications que l'on souhaite. Également, pour sécuriser plus les activités de SSO, Okta propose une solution d'authentification multifacteur. Donc, Okta a sa propre solution multifacteur, mais également peut s'interfacer avec d'autres solutions comme les clés RSA ou Google Authenticator. Et enfin, Okta propose la gestion de la mobilité, donc une brique de Mobile Device Management, donc qui permet de gérer le parc de devices mobiles qui sont au sein de l'entreprise et permet également de faire de la BIOD, du Bring Your Own Device, et de gérer et de sécuriser le parc mobile. Donc Okta, le but d'Okta, c'est de gérer les identités et de faire un contrôle d'accès aux applications. Donc les applications cloud aujourd'hui sont nombreuses. Le nombre d'applications cloud utilisées dans les entreprises augmente sans cesse et la diversité, il y a énormément d'applications qui sont en train d'apparaître. Et donc Okta a développé ce qui s'appelle l'Okta Application Network, l'OAN. Donc c'est un ensemble d'applications qui sont certifiées par Okta et pour lesquelles Okta va proposer une configuration de SSO ou de provisioning certifiée et déjà pré-packagée. Donc il y a une configuration vraiment minime à faire pour pouvoir accéder aux applications du network Okta. Aujourd'hui, il y a à peu près 5000 applications dans ce network et il y a bien évidemment toutes les applications de cloud les plus utilisées dans le monde de l'entreprise. Je vais passer à la démonstration. Je vais prendre la main. Voilà, donc je vais faire une démonstration d'abord dite IDP Initiated, c'est-à-dire que je vais me connecter à Okta dans un premier temps pour pouvoir me connecter aux applications auxquelles j'ai accès. Donc ici, vous voyez la mire d'authentification d'Okta avec, vous voyez que j'ai mon identifiant donc qui est au format d'une adresse mail que j'ai déjà saisie dans la page, dans l'encart login. Et associé à ce login, j'ai une image qui est apparue. Donc c'est ce qui s'appelle une image de sécurité. C'est une image que j'ai définie à l'initialisation de mon compte et qui me permet de m'assurer que c'est bien Okta qui est en train de... Enfin, je suis bien en train d'essayer de me connecter sur Okta. Il n'y a pas de man in the middle qui pourrait être entre nous. Et on n'est pas sur un faux site qui aurait vocation à récupérer mon login et mon mot de passe. Il y a également une petite case à cocher pour se souvenir de moi, pour pouvoir garder en mémoire mon login et éviter que je le ressaisisse à chaque connexion. Alors je vais taper mon mot de passe. Et donc, je me retrouve connecté sur Okta. Donc, cette étape d'authentification à partir de la mire, elle peut être retirée pour les utilisateurs car Okta propose une solution d'intégration avec les Active Directory qui s'appelle IWA, Integrated Web Application, qui permet en fait de faire du desktop SSO. C'est-à-dire que les personnes qui se loguent sur leur session Windows, sur leur poste de travail, peuvent être authentifiés directement sur Okta et on n'aurait pas à effectuer cette étape, on arriverait directement ici sur le dashboard Okta. Donc on parle de dashboard en anglais, plutôt de portail en français. Et donc ici vous avez un exemple de dashboard possible pour Okta. Vous avez 5 onglets possibles qui peuvent être tout à fait renommés, réorganisés. Et on peut, à partir du moment où on a les applications qui apparaissent sur ce dashboard, on peut les réorganiser dans les différents onglets. Donc c'est également quelque chose qui est accessible sur les mobiles.
Donc, voilà. Ici, j'ai un mobile avec l'application Okta qui est installée. Voilà. Je rentre ici un code PIN parce que j'ai saisi mon mot de passe au préalable et j'ai défini un code PIN dont on peut gérer le cycle de vie. Et je retrouve ici mes onglets avec mes différentes applications. Et je peux également donc, me connecter sur quelque chose de vraiment très similaire à partir de mes devices mobiles. Je vais repasser sur l'interface web pour plus de confort et je vais vous montrer les différents accès, les différentes façons d'accéder aux applications. Donc, un premier bénéfice ici, c'est qu'on n'a pas besoin de se rappeler des URL des applications. On a des raccourcis avec des icônes paramétrables qui nous permettent de nous connecter aux différentes applications. Donc, je vais faire un premier exemple avec Salesforce. Je clique sur Salesforce. J'ai un premier onglet qui s'ouvre et je me retrouve connecté à mon application Salesforce. Je vais faire un deuxième exemple avec Slack, qui est un outil de communication collaboratif. Je clique sur Slack, j'ai un onglet qui s'ouvre. Et je me retrouve connecté à l'application. Donc l'expérience utilisateur est assez similaire, pourtant on va voir que ces deux applications ne sont pas configurées de la même façon. Nous avons Salesforce qui est où l'authentification s'est faite sur le protocole SAML. Donc le protocole SAML, c'est un protocole d'authentification sur le web. C'est-à-dire que cette plateforme a été configurée et sécurisée par des administrateurs et on se connecte à cette application selon les protocoles de sécurité du web. Donc, on a géré une authentification de type SAML. Sur Slack, ici, la configuration a été différente, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de configuration SAML qui a été faite sur l'application. Donc, pour proposer une expérience similaire à l'utilisateur, on a simulé en fait une connexion à cette application. C'est-à-dire que Okta ici a travaillé comme un coffre-fort de mots de passe. C'est-à-dire qu'il a gardé en mémoire le login et le mot de passe de l'utilisateur. Et au moment où j'ai cliqué sur le bouton, Okta a présenté le login et le mot de passe stocké à l'application, ce qui s'appelle du rejeu de mot de passe. Et ça permet pour les applications qui ne gèrent pas SAML ou qui ne sont pas configurées pour, ça permet d'avoir une expérience unique pour l'utilisateur final. Il ne voit pas la différence entre les deux, alors que la méthode d'authentification a été différente. Voilà. Donc également, je vais continuer sur les fonctionnalités du portail. On reviendra après sur la façon de configurer les applications. Ici, vous voyez que j'ai un bouton « Ajouter des applications ». Donc c'est quelque chose qui peut être activé ou non pour les utilisateurs et ça me permet d'ajouter en tant qu'utilisateur final environ 4000 applications. Donc ce sont les applications qui vont être purement cloud et qui ne peuvent pas être sécurisées complètement par l'entreprise. Donc par exemple, vous avez les sites publics comme Facebook ou LinkedIn, etc., qui peuvent être ajoutés sur le portail par les utilisateurs si le désirent. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui peut être activé ou désactivé selon les politiques de sécurité. Et je vais vous faire la démonstration de l'ajout de LinkedIn par exemple. J'ai ajouté LinkedIn à mon portail. Voilà, ici. Et à la première connexion, donc Okta va me prompter pour que je saisisse mon mot de passe. Il va stocker ce mot de passe et sur les connexions suivantes, je pourrai me connecter de façon transparente à l'application LinkedIn. Une autre possibilité de l'outil, c'est la possibilité de rajouter des applications à la volée, un peu à la manière des navigateurs qui nous proposent de stocker les logins mots de passe. Donc, je vais faire une démonstration avec une application qui s'appelle Tableau. Donc, je me connecte à Tableau. Je
Je me connecte en tapant mon login mot de passe. Vous voyez que le navigateur me prompte pour avoir mon login et pour garder mon login et mon mot de passe. Et vous avez vu également que j'ai été prompté par Okta pour stocker mon login et mon mot de passe. Et donc si on clique oui, Okta va enregistrer à la volée l'application et l'application s'ajoute sur mon portail. Je vais maintenant faire une démonstration d'authentification multifacteur. Donc j'ai une application ServiceNow ici que j'ai sécurisée via l'utilisation de multifacteurs. Donc j'ai installé pour ça la solution multifacteur d'Okta qui s'appelle Okta Verify et qui permet de sécuriser et d'ajouter plusieurs facteurs pour se connecter à mon application. Donc, je vais faire un clic sur mon application et on va voir comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai un nouveau prompt qui m'indique que j'utilise l'authentification multifacteur et je vais avoir plusieurs possibilités. La première possibilité, la plus classique, je dirais, c'est de saisir un code temporaire. Donc je vais repasser sur mon mobile. Donc j'ai au préalable lié mon mobile à mon compte Okta et je vais lancer l'application que vous voyez ici, Okta Verify. Voilà, donc Okta Verify, je l'ai sécurisé en plus de ça avec la biométrie. C'est-à-dire que pour pouvoir utiliser mon application Okta Verify, je vais devoir la déverrouiller avec mon empreinte digitale. Voilà, j'ai déverrouillé Okta Verify et vous voyez que j'ai un code temporaire à saisir que je peux copier-coller et enfin que je peux lire ici et réécrire dans la partie code ici. Afin d'éviter tous les désagréments qu'il peut y avoir à se rappeler du code, à le recopier dans les temps, le temps qui soit valide, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le push, qui permet de pusher les informations sur le device mobile et de valider par la suite la connexion sans avoir à ressaisir le code temporaire. Donc ici, je reviens sur mon mobile et vous voyez que j'ai reçu les informations concernant ma connexion, l'heure à laquelle ça a été effectué, l'URL qui a été invoqué, le navigateur, l'adresse IP et l'emplacement. Donc si ça correspond à ce que je viens d'effectuer, je peux cliquer ici sur Approve sur mon téléphone. Il me demande de vérifier mon empreinte digitale. Voilà. Donc si je n'ai cliqué sur rien du côté d'Okta, c'est entièrement synchronisé et je peux me connecter à mon application. Attendre que la session s'ouvre. Voilà, donc j'ai pu accéder via une authentification multifacteur à mon service NAV. Donc voilà un petit peu pour le panel de ce qu'on peut faire à partir d'Okta. Il y a un dernier cas d'usage qui est le cas SP Initiated, donc c'est-à-dire que je vais d'abord me connecter à une URL d'une des applications auxquelles j'ai accès et on va voir que Okta va directement prendre le relais pour m'authentifier. Donc c'est une instance ServiceNow. Vous voyez qu'il y a une redirection qui s'effectue, puisque l'application a été configurée pour s'authentifier auprès d'Okta. Donc sans passer par mon portail, en invoquant directement l'URL de l'application, j'ai pu me connecter à l'application. Voilà pour les différents cas d'usage qu'on peut avoir au niveau de l'utilisation d'Okta en tant qu'utilisateur final. Donc je vais maintenant passer du côté administrateur pour vous montrer un petit peu les configurations qui sont possibles de faire avec Okta. Donc je vais pas aller très loin dans l'administration parce qu'on pourrait faire un webinaire dédié pour chaque module, mais je vais brosser un petit peu l'ensemble des choses que l'on peut faire avec Okta. Et puis si vous avez des questions, vous pourrez les poser en fin de séance.
Donc ici, je suis administrateur, donc j'ai donc un petit bouton administration qui me permet de basculer sur l'interface d'administration. Voilà l'interface d'administration d'Octa, donc assez simple. Vous voyez que il y a différents onglets sur le haut, sur la bannière, qui correspondent à peu près au module de la solution. La première page sur laquelle j'arrive ici, c'est un dashboard, donc à destination des administrateurs. Donc il y a un premier encart ici avec les tasks qui sont en cours, parce qu'on peut gérer, on va dire, des petits workflows et des affectations de tâches autour de la gestion des identités. Donc par exemple, s'il y a de la réconciliation manuelle à faire malgré les automatismes qui ont été en place, on peut ici voilà, gérer de l'affectation de tâches et gérer des workflows de gestion d'identité au sein même d'Octa. Également, la solution peut s'interfacer et s'intégrer avec d'autres solutions, par exemple des catalogues de services dans l'IT Service Management ou autres. Il y a un petit récapitulatif des personnes qui se connectent régulièrement, donc les utilisateurs qui se connectent le plus à Octa, et les applications les plus utilisées, avec le nombre total de connexions et le nombre d'utilisateurs différents qui ont utilisé ces applications. Donc ça permet de voir les tendances d'utilisation assez rapidement depuis ce dashboard. Également, il y a un accès aux logs les plus récents pour investiguer. Alors ça, c'est bien entendu le dashboard à l'arrivée sur la solution. Il y a aussi une partie report qui est assez avancée. Donc, il y a à peu près 25 reports natifs sur la solution qui sont affichés sur cette page ici, reporting. Et également, il y a la possibilité de visualiser les logs de la solution. Et ces logs-là peuvent être exportés au format CSV pour être réimportés dans nos applications. Également, ils sont accessibles via l'API REST d'Octa pour l'intégrer avec des outils d'analyse et de BI. Et il y a également un plugin Splunk qui l'utilise pour analyser les données d'Octa. Aussi, les données d'Octa peuvent être exploitées par des CASB, des Cloud Security Access Brokers, pour identifier toute incohérence au niveau de l'authentification. Par exemple, un utilisateur qui se connecte à un instant T en Amérique du Sud et 10 minutes plus tard qui se connecte depuis la Chine, c'est qu'il y a un problème au niveau de la sécurité, certainement. Donc, c'est des choses qui peuvent être identifiées à partir des logs d'Octa et en le combinant avec d'autres outils. Également, la donnée qui est dans Octa peut être intéressante pour tout ce qui est asset management, puisque ici on a une vue assez précise des applications qui sont utilisées et on a également une vue sur le niveau d'utilisation de ces applications. Donc, suite à la démonstration que j'ai faite, je vous ai montré des cas d'usage qu'on peut avoir au niveau des utilisateurs. Et donc ces utilisateurs, on les gère dans Octa, on gère leurs identités à travers des fonctionnalités qui sont ici dans cet onglet Directory que j'affiche. Et donc je vais dans un premier temps vous montrer qu'on gère des gens. Ici on a l'ensemble des comptes qui sont dans le référentiel Octa, donc qui sont dans l'Universal Directory d'Octa. Donc sur ces identités, on peut mettre en place des politiques de cycle de vie de mot de passe. On a une vue sur les différents statuts. Donc il y a vraiment un cycle de vie de l'identité qui peut être entièrement géré avec Octa. On peut voilà, verrouiller un compte, forcer le reset de mot de passe d'un compte, paramétrer l'authentification multifacteur pour les comptes. On a vraiment la main sur les identités. On peut fournir donc des fonctionnalités de self-service au niveau du reset de mot de passe pour les utilisateurs. Donc la gestion des habilitations des utilisateurs se fait selon un modèle simple qui est plutôt la tendance aujourd'hui. C'est l'affectation à des groupes. Donc on gère également des groupes. Et le fait de positionner un utilisateur dans un groupe va lui donner accès aux applications qui peuvent être associées à ce groupe. Également, donc le référentiel de groupe qu'on a dans Octa, on peut le créer soit directement dans Octa, soit on va pouvoir le récupérer depuis les référentiels d'identité que l'on agrège avec la solution Universal Directory.
Donc ici, vous avez un exemple de groupe enfin, un exemple de groupes qui sont dans Okta, et vous voyez qu'il y a des groupes qui sont directs de sécurité, des groupes de sécurité en fait qui sont directement redescendus d'Active Directory ou d'un URL DAP. Et donc on peut tout à fait voilà, réconcilier et agréger les différents groupes qu'on peut avoir au travers de l'infrastructure. Et donc on gère pour cela donc des intégrations avec des directories. Donc ici vous avez par exemple deux directories qui sont configurées avec Okta, et on peut gérer donc ces directories, donc les activer, les désactiver, et on peut gérer un niveau de priorité par rapport à leur degré de masterisation, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va définir des référentiels primaires par rapport à d'autres référentiels. Et enfin, donc il peut y avoir des référentiels de type Active Directory, un URL DAP. On peut également intégrer la solution, bien entendu, avec des outils de gestion des entités on-premise. Et également, on peut l'intégrer avec des outils de type SIRH. Donc par exemple, Workday, qui est un outil de gestion RH Cloud, fonctionne bien avec cette solution. Je vais terminer rapidement avec les applications. Donc on a vu les applications qui étaient présentes sur mon portail tout à l'heure. Donc on va gérer le pool d'applications ici à partir d'Okta. On va pouvoir ajouter de nouvelles applications. Donc, je vais simuler l'ajout d'une nouvelle application ici. Donc il y a aujourd'hui à peu près 5000 applications qui sont dans l'Okta Application Network, et chaque application, donc on peut voir son degré d'intégration qu'on peut avoir, donc soit en faisant du rejet de mot de passe, soit du SAML, soit d'autres protocoles d'authentification. Donc Okta gère le WSFED et le Open Connect ID et SAML, et le rejet de mot de passe dans le cas où les applications ne sont pas compatibles. Et également, les applications, il y a des connecteurs qui sont développés chaque jour et qui permettent de faire du provisioning dans ces applications. Si toutefois les applications que vous avez ne sont pas disponibles dans l'Okta Application Network, on peut créer des nouvelles applications à partir de templates. Donc soit créer des nouvelles applications selon les différents protocoles que l'on a, et elles vont, une fois que ces applications sont créées, elles vont apparaître en tant que templates, et elles pourront être réutilisées, voilà, mettre à disposition des utilisateurs et réutilisées. Je termine avec la vue self-service. Tout à l'heure, on a vu que j'ai ajouté une application moi-même. Ici, le suivi du self-service va nous permettre de voir quels sont les usages que font les utilisateurs et de voir quelles sont les applications qui sont utilisées. Donc c'est fait de façon anonyme. On voit simplement le nombre de fois où l'application a été installée. Et on peut voir ici que j'ai rajouté LinkedIn. Donc il y a 2 personnes qui utilisent LinkedIn. Et ça nous permet de voir les tendances et de voir surtout quelles sont les applications qui sont utilisées et qui ne sont pas gérées par la DSI. Et c'est une façon assez efficace et pragmatique de lutter contre le Shadow IT. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour de la solution. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de paramétrabilité. Donc là, c'était vraiment un aperçu global de ce qu'on peut faire au niveau de l'administration. Et donc je vais repasser sur la présentation pour pour vous dire quelques mots sur le projet Gatwick. Donc Gatwick qui est un client d'Okta depuis 2012. Donc ça fait voilà 4 ans qu'Okta sécurise les accès de Gatwick. Donc historiquement, il y a un DSI qui est arrivé à l'aéroport de Gatwick avec la volonté de transformer les usages et la façon dont les intervenants se connectent au SI. Donc je dis intervenants puisque l'aéroport de Gatwick en fait est à 2600 employés pour environ 25 000 travailleurs externes, prestataires, etc. Donc il y a énormément de personnes externes et d'identités externes à gérer au niveau de l'aéroport. Et ces personnes travaillent sur l'aéroport, mais sans forcément avoir l'accès au SI. Donc la volonté, ça a été de pouvoir proposer un accès au SI pour faciliter le travail des utilisateurs et les accès aux différentes applications qu'ils pourraient avoir à utiliser au quotidien.
Et la volonté a été également de mettre en place une politique de BIOD, enfin de Bring Your Own Device, pour les employés. Donc les 2600 employés de Gatwick doivent pouvoir accéder au SI pour être efficaces. Et comme un aéroport, c'est voilà, une très grosse structure qui travaille 24 heures sur 24, il fallait que les applications soient accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tous les jours de l'année. C'était vraiment le challenge du projet. Donc pour ça, le Okta a été donc l'aéroport de Gatwick a choisi la solution Okta. Et il y a eu le déroulé du projet a été phasé. Donc dans un premier temps, il a été effectué une intégration avec l'Active Directory et une première application. Donc ça c'est quelque chose qui est à partir du moment où on n'a qu'une seule application à SSO, on a une licence un peu spécifique qui s'appelle la Open Cloud Connect. Donc c'est-à-dire que tant qu'on utilise une intégration avec un Active Directory et une seule application, Okta est gratuit. Donc ça permet de faire une première phase de validation, éventuellement des POC prolongés, et ça permet de démarrer progressivement, sans coût, avec la solution. Ensuite, suite à cette première phase, il y a une phase initiale de SSO qui a été déployée. Le SSO a été déployé pour 4 applications, donc, dont ServiceNow pour Service Management, Yammer pour le collaboratif et puis pour Box pour le stockage de fichiers dans le cloud. Et donc la brique SSO a été installée avec la brique provisioning pour ces 4 applications. Et ensuite, dans une approche phasée, ça s'est ouvert à d'autres applications et aujourd'hui, il y a plus de 50 applications qui sont utilisées au sein de l'aéroport de Gatwick. Également, avec la gestion de mobilité en parallèle, il y a un programme de Bring Your Own Device qui a été lancé et aujourd'hui, Okta gère 2000 périphériques mobiles qui utilisent l'application mobile pour se connecter. Les bénéfices de ce projet, on en a listé 4 ici. C'est d'abord la mise en place d'un Bring Your Own Device sécurisé. Et les utilisateurs, grâce à ça, ont pu accéder de façon sécurisée à leurs applications de façon mobile, au plus efficace. Il y a également le reporting qui a été un bénéfice pour l'aéroport de Gatwick, puisque la DSI peut régulièrement extraire des rapports et analyser ces rapports et puis voir si ils sont toujours en conformité du point de vue de la sécurité. Il y a eu également la mise en place pour encore plus de sécurité la mise en place d'une authentification multifacteur adaptative. Donc c'est-à-dire adaptative, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre brutalement de l'authentification en multifacteur sur toutes les applications à chaque connexion. Ça peut être assez frustrant et peu pratique pour l'expérience utilisateur. Donc, Okta régulièrement fait une revue du niveau de solution qu'on peut mettre sur l'authentification multifacteur adaptatif. Et également, donc on l'a vu dans la démonstration, on a une expérience qui est unique pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils ne se posent pas la question de la façon dont ils accèdent à l'application. Ils cliquent simplement sur un lien sans connaître l'URL et sans ressaisir leur mot de passe. Et il y a eu des bénéfices assez importants au niveau de la productivité. Donc les résultats, en plus des bénéfices, donc c'est 0 downtime en 4 ans. La plateforme Okta n'a pas eu de downtime depuis les 4 dernières années. Un retour sur investissement de plus d'1 million d'euros, et ce qui a représenté un retour d'investissement de plus de 500% par rapport au coût de la solution Okta. Voilà, donc j'ai terminé de ma présentation, donc on peut passer à une session de questions-réponses, si vous le désirez. Oui, donc Emmanuel, j'ai recueilli les questions des participants. Donc une première, en fait, c'est par rapport à la transparence d'Okta sur l'expérience utilisateur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, la transparence par rapport à l'expérience utilisateur. Oui. Donc, Okta, ici, vous avez vu que sur la démonstration, je me suis connecté d'abord sur le réel d'Okta. Donc, c'est quelque chose, comme je l'ai indiqué, qui peut être complètement transparent pour l'utilisateur. Un utilisateur peut ne pas avoir connaissance qu'on utilise Okta et ça peut être complètement transparent pour l'utilisateur.
C'est d'ailleurs le cas pour Adobe qui a mis en place donc en tant que partenaire technologique la solution Okta. Si vous utilisez ServiceNow aussi, sur les outils de gestion et de communication, les outils de support ServiceNow utilisent la solution Okta de façon transparente. Ok. Une deuxième question était, elle, plus liée à la sécurité. Donc, on a parlé de Gatwick, qui est une société européenne, Okta, une société américaine, et il y a la question du Safe Harbor qui se pose. Est-ce qu'Okta est compliant avec Safe Harbor et d'autres types de sécurité, d'autres accréditations? Oui, Okta est compatible avec le Safe Harbor européen. Et donc, ils essayent s'il y a des modifications du Safe Harbor européen, dès la mise en place des modifications, ils s'assurent qu'ils sont déjà compatibles. Également, Okta est certifié ISO 27001. Oui, pardon, aussi, j'ai oublié, Okta dispose de deux data centers en Europe, donc un en Irlande et un en Allemagne. Ils sont compatibles Safe Harbor. Ils sont certifiés ISO 27001 et ils ont également la certification SOC 2 et la certification Cloud Security Alliance Level 2. Ça a été les premiers à avoir cette certification dans le domaine et c'est un petit peu en train de devenir un prérequis pour ce type de solution dans le cloud d'avoir ces certifications. Également, ils sont en train de préparer l'accréditation FedRAMP, mais c'est plus une accréditation au niveau américain. Voilà, j'ajouterais que c'est un vrai souci, c'est un vrai souci pour Okta d'être en conformité avec les différentes réglementations par rapport à leur positionnement. Donc la sécurité, c'est vraiment un enjeu très important. Très bien, merci. Comme on a un peu dépassé, je vais peut-être prendre juste une dernière question assez spécifique. Ensuite, les participants qui souhaiteraient nous poser d'autres questions peuvent envoyer par email à info@aspedia.com ou alors sur le site web, ils trouvent les coordonnées de contact de nos divers bureaux. Ils peuvent aussi nous passer un coup de fil pour répondre à leurs questions. Mais une dernière question avant de clore. Donc, et là, c'est spécifique. En fait, est-ce que Okta sait-il s'authentifier sur les Active Directory Azure Cloud? Oui, tout à fait. Donc, Okta alors c'est tout à fait possible. Et Okta a la certification Authenticator Partner avec Microsoft. Donc, c'est un partenaire privilégié de Microsoft. Et oui, c'est compatible avec les Active Directory Cloud ou Azure. Très bien. Alors, on va en rester là. Je précise encore une fois que pour toute autre question, on est joignable donc à info@aspedien.com ou alors sur notre site internet, il y a les coordonnées de nos divers bureaux. Merci Jean-Christophe et merci Emmanuel et bonne journée à tout le monde.